Donc, au cours d'un débat que j'ai animé récemment, on m'a posé plusieurs questions. Là, j'en ai retenu 2. La première est, trouve-t-on des mécanismes de défense pervers narcissiques chez tout le monde ? Et la deuxième question était, comment sortir de l'emprise, surtout si j'idéalise l'autre ? Donc, je vous laisse écouter les 2 questions et les 2 réponses que j'ai proposées. Et puis, on se retrouve tout de suite après la vidéo, si vous voulez, pour une conclusion. Voilà, à tout de suite. Plus ou moins ? De plus en plus, hein. Mais donc, pour moi, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense qui sont mis en place pour éviter de décompenser en psychose. Donc, c'est quand même pas tout le monde, hein. Parce qu'après, oui, on peut dire, le pervers narcissique, on peut dire être de mauvaise foi, c'est pervers. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait une formation et dans laquelle j'ai tout un module que j'ai intitulé « Comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques », parce qu'on pourrait dire que tout mécanisme de défense, par essence, a son aspect pervers. Si on part de la racine du mot, qu'est-ce que ça veut dire pervers déjà ? Pervers, en latin, pervertare, c'est prendre à l'envers, oui, inverser. Donc, si je vous disais l'anorexique a un rapport pervers à la nourriture, ouais. La nourriture, c'est fait pour me nourrir. Alors, l'anorexique, il s'en sert pour se faire souffrir. Ou pour se rendre intéressante. Enfin, j'en sais rien, on ne va pas rentrer dans le débat. Donc, on peut dire, c'est juste. Si un jour, je suis de mauvaise foi, on va dire, ouais, c'est pervers quand même. C'est pas faux. Les mécanismes de défense pervers narcissiques, pour moi, c'est quand même quelque chose de très précis. C'est quelque chose de très précis. Ce sont des mécanismes qui sont essentiellement projectifs, tournés vers l'autre à cause de toi, qui s'appuient fortement sur un déni. Malgré tout, moi, quand je suis de mauvaise foi, je sais bien que je suis de mauvaise foi. Et je me sens un peu coupable d'être de mauvaise foi. Enfin, je veux dire, ça reste névrotique. Hein. Les mécanismes de défense pervers narcissiques, pour moi, sont pratiquement des mécanismes de défense psychotiques. C'est-à-dire des mécanismes de défense schizophrènes qui, au lieu de se jouer à l'intérieur de l'individu, se jouent à l'intérieur d'une relation. C'est-à-dire qu'on va dire à l'autre, à nous deux, nous ne faisons qu'un. Je suis le bon Dr Jekyll, t'es le vilain Mr Hyde, si vous voulez. Donc, la personne qui emploie les mécanismes de défense pervers se coupe en 2, il y a le clivage intérieur, et pour éviter une angoisse de dissociation, il va générer un clivage de l'objet. L'objet, en l'occurrence, est l'objet couple. Ça marche aussi avec l'objet société, hein. Ça peut être... on parle de clivage du moi ou clivage de l'objet. L'objet étant le couple, c'est-à-dire à moitié moi quand même, puisque à toi et moi, nous ne faisons qu'un. À l'intérieur de ce 1, tu es Hyde, je suis Jekyll. Donc on entend clivage, déni, projection, identification projective, fusion, et tout ça s'accompagnant d'autres mécanismes tels que, pour pouvoir entrer en fusion, la séduction au départ, mais une séduction délétère, l'isolation ou l'isolement de la personne, puisqu'il ne doit pas y avoir de tiers qui viennent se mettre à l'intérieur de la fusion. La réponse est dans la question. Je serais tenté de dire désidéalisez-le. Comment ? C'est intéressant comme question quand même. Hein. C'est comme des personnes me disent comment sortir du déni. Si je pose la question comment sortir du déni, ça veut dire que je suis dans le déni. Si je suis dans le déni, je ne suis pas conscient que je suis dans le déni. Enfin, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Donc vous dites je suis sous emprise de quelqu'un que j'idéalise. Donc quand vous dites je l'idéalise, ça veut dire que vous savez que c'est pas lui. C'est comme s'il pleuvait, mais que je me dise j'ai envie d'aller à la plage, donc je vais me dire qu'il fait beau. D'accord ? Donc j'idéalise le temps, entre guillemets. Mais je sais qu'il pleut, enfin je sais pas, à un moment on est dans quelque chose d'extrêmement paradoxal. Je suis dans l'illusion. C'est comme quelqu'un qui vous dit ouais je suis dans l'illusion. Ben non, t'es pas dans l'illusion puisque t'es capable de le dire. Vous voyez ? On entend bien le clivage aussi de la victime, hein, de la victime qui est coupée en 2. Avec d'un côté, je sais que je ne suis pas avec quelqu'un d'idéal, et de l'autre côté, mais j'ai bien envie de l'idéaliser. Hein, et là, c'est sortir du clivage, la réponse. C'est comprendre que l'autre, il n'est pas cet être idéal que j'aurais aimé qu'il soit. Comme on l'a dit tout à l'heure, sortir du fantasme. Ouais. Et renoncer à quelque chose que l'on n'a jamais eu et qui n'existera jamais. Et paradoxalement et très étonnamment, ça nous explique ce qu'est l'addiction. Nous sommes addicts à un produit ou à une personne à la hauteur de ce qu'il ne nous donne pas. Et donc, comme la nature humaine a horreur du vide, je vais remplir ce vide. Je l'ai idéalisé. Vous
voyez? Comme les gens qui prennent, je sais pas, les thérapeutes, vous le savez peut-être, quand vous recevez quelqu'un qui prend de la drogue, nous on n'est pas là pour juger, hein. Quelqu'un me dit, moi, vous savez, je fume beaucoup de joints par exemple, ben, la question que je lui pose c'est, est-ce que c'est bon pour vous? 9 personnes sur 10 me répondent, ah non. Ben alors, pourquoi? Pourquoi? C'est un peu la même question que vous me posez là. Pourquoi vous continuez? Alors après, des réponses, il y en a plein, hein. Parce que mes copains fument, et puis que j'ai pas envie de passer pour celui qui fume pas, parce que c'est une habitude, parce que je pense que c'est bien de fumer, mais visiblement... Si vous trouviez, et ça répond à une question qui m'était posée à midi, hors sujet, la drogue idéale, vous la prenez, waouh, elle vous ouvre les portes du paradis, vous dites, ah ouais, ça existe donc, et vous revenez. Vous n'avez pas envie de la reprendre. Vous n'avez pas envie de la reprendre, vous le savez maintenant. Si vous la reprenez, c'est comme si vous alliez voir un film 2, 3, 4, 5 fois, au bout d'un moment, vous allez arrêter de le voir. Il n'y a pas d'addiction à ce moment-là. Nous sommes addicts à quelque chose à la hauteur de ce qu'on n'y trouve pas. Et après, pour rester addict, on est obligé d'employer des mécanismes. Ouais, c'est trop cool de fumer des joints. L'autre, bon, c'est vrai qu'il est très désagréable, mais qu'est-ce que j'entends souvent? Qui suis-je moi pour le juger? Et donc, pour désidéaliser l'autre, il faut d'abord se désidéaliser soi-même, avoir désidéalisé ses parents, c'est tout un travail, tout un travail analytique que l'on fait, qui commence toujours par la désidéalisation de ses parents, me semble-t-il, qui va nous permettre de nous désidéaliser. Quand on s'est désidéalisé, non, je suis pas Superman ou Wonder Woman, j'ai des défauts, j'ai des qualités, et tout, je dois être suffisamment aimable, quoi. À ce moment-là, je peux accepter d'être avec quelqu'un qui n'est pas la personne idéale. Et à ce moment-là, je peux porter un jugement, dire bah, cette personne est suffisamment bonne pour moi ou pas. Et là, on sort de l'emprise. On sort de l'emprise en faisant face à la réalité. C'est une très bonne question. Pour sortir... Alors, dans l'emprise, il y a quelque chose de fusionnel. Hein? Donc, il n'y a pas de place pour le tiers. Donc, j'ai besoin du tiers pour en sortir. Ça répond partiellement à votre question. Mais le tiers, c'est quoi? Dans certains cas, c'est les enfants. Je l'ai très souvent entendu. J'étais avec quelqu'un qui me battait, jusqu'au jour où il a commencé à s'en prendre aux enfants, et là j'ai dit non, j'accepte pas. Pourquoi vous acceptiez avant? Hein? C'est-à-dire que c'est l'enfant qui vient faire tiers. C'est pas sa place, un gamin, normalement. L'enfant, il a besoin d'un tiers, mais il n'est pas là pour faire tiers. Mais pour en revenir aux ateliers d'écriture, puisque c'est de ça dont on parle, le papier fait tiers. L'atelier d'écriture est thérapeutique. Et pourtant, il n'y a pas de thérapeute. Hein? Je l'ai dit dans une autre vidéo, l'atelier d'écriture est thérapeutique, mais n'est pas une thérapie. Ça veut dire que personne ne s'oppose en thérapeute. Quand on entend des choses, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Vous voyez? Mais le papier fait tiers. Hein? Donc écrire, ça marche. Penser ne marche pas. Je pense que l'autre pourrait être meilleur, ça ne sert à rien. Mais déjà, quand j'écris, il y a un tiers. C'est le papier qui fait tiers. Hein, c'est le placebo, hein, le principe du placebo, c'est ça aussi. Hein. C'est fantastique le placebo quand on y réfléchit. Vous allez voir un médecin ou une infirmière, vous avez confiance dans le médecin, vous allez voir le médecin en disant voilà, je suis malade, je n'y arrive pas, donc on reconnaît qu'on n'y arrive pas, et là le médecin vous donne un petit morceau de sucre, en vous disant c'est le meilleur médicament du monde, vous prenez ce petit morceau de sucre et vous guérissez. D'accord? C'est l'effet placebo. Mais ça marche très bien. Parce qu'il y a un côté péjoratif quand on dit effet placebo, parce que c'est comme ça. Non, il n'y a rien de péjoratif. Le placebo, ça marche très bien, très très bien. Et il y a effectivement dans l'atelier d'écriture quelque chose de placebo, il y a dans la psychothérapie, la psychanalyse quelque chose de placebo. J'arrive et je dis j'y arrive pas. Je viens voir mon thérapeute, je dis je n'y arrive pas. Et lui il dit je suis le meilleur thérapeute du monde, vous allez guérir. Et ça marche. Si il est dans l'humilité et la bienveillance. Parce que s'il croit dans sa tête qu'il est effectivement le meilleur thérapeute du monde, là, on est dans la dérive sectaire. Et ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous allez passer d'une dépendance à une autre dépendance. Et beaucoup de thérapeutes s'inscrivent comme ça. Parfois même sans s'en rendre compte.
Donc voilà, je pense que j'avais assez bien répondu aux questions. J'aurais des petits ajouts à faire, mais ils seraient un peu hors sujet. J'aimerais bien revenir avec vous sur le thème de l'effet placebo, que je trouve absolument passionnant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai une petite hésitation à un moment donné où je veux dire quelque chose. Pourquoi le placebo est-il tellement péjoratif pour certains? Peut-être que si j'accorde de l'importance à l'effet placebo, à ce moment-là, le thérapeute n'est pas tout puissant. Donc le thérapeute aime bien avoir la bonne molécule à vous donner. L'idée qu'un simple morceau de sucre puisse vous soigner, ça ne plaît pas toujours. En tout cas, pas non plus aux industries pharmaceutiques. Mais vous l'avez bien compris, c'est un autre débat et nous l'aurons. C'est, je trouve, un débat très intéressant que de parler du placebo. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker, c'est-à-dire à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont arriver, alors il faudrait vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer une petite cloche pour être tenu au courant chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.